On a ce monsieur Keppel, là, qui semblerait être officiellement spécialiste de l'islam. C'est marrant, tous ces spécialistes de l'islam qui viennent pas de l'islam. Ça serait marrant de voir qu'en France, chaque fois qu'on a un type qui intervient sur le judaïsme, ça serait un musulman pratiquant, par exemple. Ou un arabo-musulman. On se poserait des questions. Hein. Alors, ce monsieur Keppel a décidé aujourd'hui, on l'a envoyé au boulot, lui aussi, de dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y avait un lien. Alors, c'est Aziza qui fait ça aussi, hein, qu'il y a un lien systématique entre Daesh et moi. Ce qui est très frappant, c'est que aujourd'hui, les idéologies d'extrême gauche ont perdu beaucoup de leur efficacité. Un certain nombre d'idéologies d'extrême droite, certaines sont très anti-islamistes. Vous en avez d'autres, comme le monde de la diodosphère, de Soral, qui se rejoignent avec les islamistes radicaux. C'est évident que Daesh me déclare la guerre, me menace de mort, et que tout ce que je déclare depuis des années sur l'islamo-fascisme, non, l'islamo-fascisme c'est pas moi, c'est l'islamo-sionisme et l'islamo-racaille, qui d'ailleurs amène à l'islamo-fascisme, tout ce que je déclare depuis des années là-dessus est une mise en garde contre tout ça. Et après, on a là-dedans des jeunes aujourd'hui, qui sont souvent d'anciens délinquants ou d'anciens paumés ou d'anciens rappeurs, qui se réislamisent sur un islam fantasmé qui lui est plutôt un islam salafiste, djihadiste, etc., et ce que j'appelle moi les islamo-racailles, tu vois, et qui sont, dont on parle très bien dans le film Un prophète, tu sais, là, le film Un prophète, là, voilà. C'est-à-dire des Français d'origine immigrée, issus du Maghreb, et dont l'assimilation a échoué pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées dans mes livres, et qui cherchent une identité valorisante, et là on leur offre quelque chose qui est la fierté musulmane, compris par un loupard de banlieue, qui n'est pas religieux, qui est un libéral en réalité, et qui a une formation de voyou, et d'un seul coup ça donne un espèce de machin, que j'appelle moi l'islamo-racaille, effectivement avec l'idée du djihad, qui est un truc un peu qui est le prolongement de la baston du bas de l'immeuble. Hein. Je suis celui qui a prévenu depuis le plus longtemps et le plus sérieusement contre les dangers qui amenaient à Daesh. Alors quand on lui pose la question, mais quel lien entre Soral et Daesh, puisque Daesh menace Soral, Daesh incarne tout ce que Soral dénonce dans les dérives de l'islamisme radical, il dit oui mais il y a congruence. De quel droit vous livrez-vous à un amalgame aussi douteux? Eh bien monsieur, je vous suggère de lire le livre, ce qui vous permettra d'avoir la réponse à votre question. Et ça, c'est pour égalité et réconciliation, c'est ça? Mais lisez, parce que vous verrez qu'il y a ce que j'appelle la congruence entre les deux types de discours. Alors évidemment, ce mot magique, là, comme ça, c'est un peu comme abracadabrantesque, quand Chirac était un peu gêné pour répondre à des questions légitimes. On rapporte une histoire abracadabrantesque. Alors, congruence, qu'est-ce que c'est? On est obligé de se dire, tiens, il y a congruence entre le soralisme et Daesh. Alors, le mot congruence, c'est un mot qui vient, comment dirais-je, des mathématiques, et plus précisément de la géométrie. Ça veut dire identité de forme. Hein, voilà. Donc il y aurait identité de forme entre Daesh et moi. Alors quand on prolonge la métaphore dans le domaine politique, ça veut dire il y aurait équivalence. Alors que veut dire le mot congruence? Tout le monde me parle de ça, si je l'ai utilisé. Ça veut dire qu'il y a des récits qui fonctionnent quasiment de la même façon. Donc monsieur Keppel, quand on lui pose la question de la malhonnêteté d'associer Daesh à Soral, il dit oui mais il y a identité de forme, voire équivalence. Si on regarde par exemple la façon dont fonctionnent les sites proches de l'extrême droite, comme Égalité et Réconciliation par exemple, on voit que la grammaire politique, le mash-up, c'est-à-dire le fonctionnement en mettant des petites choses ensemble pour faire un esprit, l'esprit paranoïaque avec d'un côté le complot américano-sioniste, de l'autre côté le complot croisé, fonctionne de façon extrêmement similaire. Alors j'aimerais bien savoir en quoi il y a équivalence entre Daesh et Soral. Et malheureusement, si nous pouvions, même stratégiquement, retourner ces musulmans qu'on a instrumentalisés contre nous pour détruire le pays et en faire les meilleurs citoyens français et les meilleurs défenseurs de la France contre le projet de destruction mondialiste, il y aurait quelque chose de l'ordre de la justice manante, de l'ironie hegelienne et du bien qui personnellement me donne envie de tenter la chose. J'aimerais que demain, ce soit les musulmans qui finalement nous aident à sauver la France du projet de destruction de la France qui est le plus... Mais lisez, parce que vous verrez qu'il y a ce que j'appelle la congruence entre les deux types de discours. C'est évident un mensonge total. La seule congruence qu'on peut trouver, c'est une certaine congruence entre l'idéologie de Daesh et l'idéologie sioniste religieuse ultra. Hein. C'est-à-dire au niveau de la prétention à la conquête territoriale au nom d'une religion. Cet endroit est aux Juifs, uniquement aux Juifs. C'est à nous, pas seulement parce que nous étions là ou que nous l'avons reçu. C'est à nous parce que depuis ce lieu, nous devons accomplir notre mission dans le monde. The Caliphate currently occupies around 35% of Syria, including most of its oil-producing region and a large part of Sunni-dominated Iraq. Alhamdulillah, يوم الله جاب المسلمين
وانفتحت صارت ديار المسلمين ديارا واحدة لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى نحمد الله ونشكره ونتمنى أنه الوضع يسود إلى بغداد يصل ومن بغداد إلى الأحواز. La seule congruence qu'on peut trouver, c'est une certaine congruence entre l'idéologie de Daesh et l'idéologie sioniste religieuse ultra. Hein. C'est-à-dire au niveau de la prétention à la conquête territoriale au nom d'une religion et à la violence sanguinaire systématique. Mais lisez, parce que vous verrez qu'il y a ce que j'appelle la congruence entre les deux types de discours. Ce qu'il faut rappeler, c'est qui est Laurent Fabius. Laurent Fabius est un grand bourgeois dont le père est un grand antiquaire qui a rejoint le Parti socialiste alors qu'il ne venait pas du tout du mouvement du monde ouvrier. Bonsoir, c'est dans le magnifique manège du centre hippique du Bois de Boulogne que nous nous retrouvons ce soir. À côté de moi, un nouveau candidat, monsieur Laurent Fabius, qui sera dans quelques instants interrogé en littérature et qui a choisi, vous vous en doutez, le jumping comme épreuve sportive. C'est parti. Alors voici, ça c'est... La première est plus basse que les autres, mais ça je crois que c'est obligatoire. Voici le second, passé. Il en faut 8 sur 10. La troisième... Deuxièmement, il est l'homme du virage de la rigueur au niveau de... En 1983, c'est-à-dire quand il a été mis un terme à la courte expérience socialiste qui a succédé à l'arrivée au pouvoir de Mitterrand. Afin de relancer l'économie française, rongée par une inflation à 14% l'an, François Mitterrand veut doper la consommation populaire. En augmentant le SMIC, les salaires, les prestations sociales, le président poursuit un objectif politique, tenir les promesses de la campagne, mais aussi un objectif économique, refaire partir la machine industrielle, anémiée par 2 chocs pétroliers. Et que l'oligarchie bancaire a rappelé à l'ordre les socialistes français et leur a imposé effectivement la soumission à la logique bancaire. Et l'homme que Mitterrand a été obligé de mettre en place à la place de, je crois que c'était Quinquin à l'époque, hein, c'était le gars du Nord, Pierre Mauroy, ça a été Laurent Fabius. Donc Laurent Fabius est d'abord l'homme du virage de la rigueur, l'homme qui a incarné en tant que Premier ministre la trahison du projet socialiste, du Parti socialiste et de l'espoir socialiste politique de la France. Une partie du peuple de gauche se sent abandonnée devant le changement de politique économique amorcé par le pouvoir socialiste. La gauche, elle a été élue par nous, et puis c'est de la trahison, pure et simple. Hein. Nous, on attendait autre chose. Deuxièmement, si je me souviens bien, c'est l'homme du sang contaminé. Il est responsable en tant que ministre d'État de l'incroyable affaire du sang contaminé où un certain monsieur Garetta a remis en connaissance de cause des poches de sang contaminées dans le circuit, qui a causé la mort de milliers et de milliers, notamment d'hémophiles transfusés en France. Le 3 juin 1985, le docteur Garetta écrit au docteur Netter: la présence du virus chez les donneurs dans notre approvisionnement est de 2 à 3 pour 1000. Ces chiffres démontrent que tous les pouls de plasma que nous utilisons sont susceptibles d'être contaminés. Michel Garetta sera accusé d'avoir, pour des raisons économiques, écoulé à l'insu des hémophiles ces stocks qu'il savait contaminés. Et Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales, d'avoir fermé les yeux. Pour lequel Georgina Dufoy a été châtiée. Et d'ailleurs, elle est devenue religieuse. Il n'y a pas de jour qui passe sans que je ne pense pas à tous ces pauvres, tous ces enfants et toutes ces familles qui ont souffert. Et de ce temps où on se sent responsable, parce qu'on se dit, mais j'étais ministre à l'époque. Il y a toute une sorte d'immense tendresse qui naît pour tous ceux qui ont souffert. Elle a assumé sa faute et elle a rejoint la communauté des croyants. Il faudrait regarder ce qui est devenu, on mettra en post-production ce qui est devenu Georgina Dufoy. Quand j'ai vu qu'il n'était pas tant question de cela que de nous appeler maintenant parents 1, parents 2, que de supprimer le terme grands-parents pour le remplacer par un autre, quand j'ai vu que c'était la théorie du genre qui en fait allait devenir la base du droit civil français, j'ai dit là, il faut bouger. Fabius, lui, par contre, s'en est très bien sorti, comme le rappelait Ruquier l'autre jour à la télé. Ça ne lui a rien coûté, hein, tout ça, alors qu'il était responsable, donc coupable. Voilà. Donc Fabius, c'est la trahison de la gauche, sociale, évidemment, et ouvrière, le sang contaminé,
C'est ensuite la loi Guesso, qui est en fait la loi Fabius Guesso, c'est-à-dire au moment où l'oligarchie s'inquiétait à l'aube des années 80 du fait que, et à gauche et à droite, mais surtout à gauche, par l'ultra-gauche, des intellectuels osaient se poser la question comme Bordiga en Italie, du grand alibi de Auschwitz non plus comme réalité historique, mais comme idéologie de domination. La presse de gauche vient de montrer de nouveau que le racisme, et en fait essentiellement l'antisémitisme, constitue en quelque sorte le grand alibi de l'antifascisme, il est son drapeau favori et en même temps son dernier refuge dans la discussion. Qui résiste à l'évocation des camps d'extermination et des fours crématoires? Qui ne s'incline devant les 6 millions de juifs assassinés? Qui ne frémit devant le sadisme des nazis? Pourtant c'est là une des plus scandaleuses mystifications de l'antifascisme, et nous devons la démonter. Amadeo Bordiga, cofondateur du Parti communiste d'Italie. Et donc Fabius a fait voter, aux ordres évidemment, une loi qui interdisait notamment au professeur Forisson d'amener des arguments qui pouvaient amener un éclairage plus précis ou nouveau sur la version officielle quant à la persécution effective et réelle des Juifs d'Europe par le régime national-socialiste allemand entre 1933 et 1945, qui n'est pas question de nier, mais amenait des informations qui pouvaient peut-être nuancer quelque chose qui était issu directement du tribunal de Nuremberg, donc comment dirais-je, d'une version officielle par les vainqueurs avec un recul très court par rapport à une réalité éminemment dramatique et chaotique qui était la Deuxième Guerre mondiale. Fabius est celui qui a fait voter une loi qui est profondément anticonstitutionnelle et qui devrait être considérée comme illégale. Le Parlement n'a pas à dire l'histoire, le Parlement fait l'histoire, il n'a pas à la dire, il n'a pas à la fixer. Les lois mémorielles, que j'appelle d'ailleurs des lois compassionnelles, n'ont pas leur place dans l'arsenal législatif. La Constitution ne le permet pas. Je le dis clairement, elle ne le permet pas. La loi Guesso, qui est cette loi qui interdit de nier, si vous voulez, l'extermination des Juifs, la solution finale, est une erreur. Donc le scandale, ce n'est pas le révisionnisme historique, ce n'est pas M. Forisson, le scandale, c'est la loi Guesso. The law is ridiculous. Everybody should have the right to say what they want, and if it's wrong, then you show them where it's wrong. But the state shouldn't decide what is truth. That should be left to each person to decide for him or herself what's true and what's not. La décision des États-Unis de placer Jabhat al-Nusra, un groupe djihadiste combattant aux côtés des rebelles, sur leur liste des organisations terroristes, a été vivement critiquée par des soutiens de l'opposition. Monsieur Fabius a ainsi estimé, mercredi, que tous les Arabes étaient vent debout contre la position américaine, parce que, sur le terrain, ils, al-Nusra, font un bon boulot. Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Pour que les soldats de la résistance puissent se défendre, il faut qu'ils disposent d'armes. Je terminerai en disant à la mécanisation. Aujourd'hui, la mécanisation, c'est quand même Alain Soral est un antisémite virulent, obsessionnel et animé de manière très classique par un ressentiment sans limite pour des juifs dont il a l'impression qu'ils lui font de l'ombre. Et ce n'est pas tout, il est dégoûtant, il est aussi important car sa prose vulgaire lui donne accès dans les talk-shows les plus vulgaires. Les nervis qui se sont attaqués à lui ne se sont pas trompés de cible. Dans cette dynamique de mise au pas et de domination, nous avons effectivement Finkielkraut qui rentre à l'Académie française. Un type, effectivement, qui toute sa vie n'a parlé que de son rapport à la judaïté, à la judéité. Toute ma vie, je me suis affirmé juif. Je n'ai pas connu de moment où je voulais cacher cette identité comme une honte. Mais je me suis rendu compte que j'avais réduit le judaïsme à un personnage. Et vous commencez d'ailleurs tout de suite par un souvenir de Primo Levi, au camp d'Auschwitz.
Je commence, oui, c'est ça, par à la fois un souvenir de Primo Levi et un souvenir de Lévinas. Oui. Je peux tout de même pas, moi, me féliciter de la providence qui a fait que mes parents se sont rencontrés, parce que cette providence-là est passée par Hitler. Sans Hitler, je ne serais pas né. C'est une situation, je veux dire, ça rend fou. Qui est un juif hystérique. J'ai condamné cette phrase. Je l'ai condamné au sens clinique du terme. Et c'est vous. Aujourd'hui, intègre une institution qui s'appelle l'Académie française, qui est là pour, comment dirais-je, perpétuer, représenter ce qu'on appelle le génie français. Leur invocation constante des heures les plus sombres de notre histoire ne protège pas les Karfunkelstein d'aujourd'hui contre la haine. Elle les y expose. La morale de toute cette histoire, ce n'est certes pas que le temps est venu de tourner la page et d'enterrer le devoir de mémoire, mais qu'il faut impérativement sortir celui-ci de l'œuf où il a pris ses quartiers pour lui rendre sa dignité et sa vérité perdue. Donc nous avons un talmudiste polonais aujourd'hui qui est là pour incarner le génie français et qui toute sa vie n'a parlé que de questions juives et qui récemment a redécouvert le droit, la possibilité, la nécessité d'être un Français attaché à la France charnelle et qui nous a donné l'autorisation de relire Maurice Barrès. Je parle de Maurice Barrès pour dire qu'à un moment donné, le discours romantique de l'appartenance et qui, aujourd'hui, dit, en gros, tout ce que disait Jean-Marie Le Pen en 1973. Le jour où nous aurons en France, non plus 5 millions mais 25 millions de musulmans, ce sont eux qui commanderont. Et les Français raseront les murs, descendront des trottoirs en baissant les yeux. Mais lui a le droit de le dire. Donc voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire on a Finkielkraut à l'Académie française, en attendant Bernard-Henri Lévy. La culture juive, la pensée juive a tellement donné à la France. Je pense qu'il y aura droit aussi dans 10 ans, si rien ne change en France, et puis peut-être à la fin, même pourquoi pas, à Nouna. Je pense qu'il aimerait bien aussi. Il a bien postulé la présidence de France 2, pourquoi pas, à l'Académie française. Au point où on en est de tapin de l'Israël, on peut imaginer que tous ces gens-là veuillent l'épée, l'habit vert, etc. Parce qu'il y a cette mentalité nouveau riche, vous voyez, qu'on aime bien les honneurs. C'est pas moi qui le décris, c'est Marcel Proust dans ses œuvres complètes. Du reste, cela ne m'étonne pas. Cela tient à un curieux goût du sacrilège, particulier à cette race. Dès qu'un juif a assez d'argent pour acheter un château, il en choisit toujours un qui s'appelle le prieuré, l'abbaye, le monastère, la maison Dieu. J'ai eu affaire à un fonctionnaire juif, devinez où il résidait? À Pont-l'Évêque. Mis en disgrâce, il se fit envoyer en Bretagne, à Pont-l'Abbé. Quand on donne, dans la Semaine Sainte, ces indécents spectacles qu'on appelle la Passion, la moitié de la salle est remplie de juifs, exultant à la pensée qu'ils vont mettre une seconde fois le Christ sur la croix, au moins en effigie. Marcel Proust. À la recherche du temps perdu. On peut faire un parallèle, je crois qu'au même moment est nommé à la culture Audrey Azoulay, qui nous fait l'honneur de sa première soirée publique. Bonsoir Madame la Ministre. Du président des Victoires de la musique. Audrey Azoulay, c'est-à-dire une binationale franco-marocaine, juive bien évidemment, très liée à la famille Azoulay qui domine économiquement, donc politiquement, le royaume chérifite, c'est ça, enfin le Maroc. Puisqu'elle est issue d'une des plus grosses familles juives marocaines. Son père est conseiller du roi du Maroc depuis 1991. Auparavant, il était correspondant d'Europe 1 au Maroc. Il a été à des hauts postes de direction au sein de la banque Paribas. Et si vous voulez, c'est un peu la famille qui fait le lien entre la France et le Maroc, et aussi le Maroc et Israël, il faut le dire, puisque le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël s'est faite via donc le père d'Audrey Azoulay qui s'appelle André Azoulay en 1994. Et je crois qu'elle a été nommée à la culture, Madame Azoulay, ou Mademoiselle, je ne sais pas, parce que Anne Sinclair a refusé le poste. Voilà où on en est, quoi. Bijou, 117. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et toi, tu es quoi, toi? Hein? Toi, qu'est-ce que tu es, toi? Tu es quoi? Ça suffit, Loctard! Tu te tais ou je te tais? T'es toléré ici. Toléré.
Sur une population globale de 60 millions d'habitants avec 600 000 juifs, il est possible que de temps en temps, un individu soit agressé, soit parce qu'il est juif, soit agressé et se trouve être juif. Ce que je fais remarquer, moi, c'est que chaque fois qu'un catholique est agressé, chaque fois qu'un musulman est agressé, chaque fois qu'un militant du Front National est agressé, chaque fois qu'Alain Soral est agressé, ça ne fait pas les premières pages des journaux. Alors évidemment, on est dans une logique là où chaque fois qu'un juif est agressé, il le serait en tant que juif. C'est déjà l'histoire on a une histoire crapuleuse comme l'affaire Halimi. Autre actualité de cette journée, cette cérémonie aux allures d'union sacrée qui s'est déroulée il y a quelques instants à la synagogue de la Victoire à Paris. Il s'agit, vous le savez, de rendre hommage au jeune Ilan Halimi, enlevé, torturé et tué notamment parce qu'il était juif. C'est en tout cas une des pistes retenues par la justice. Le président de la République arrive peu avant 19h accompagné de son épouse. Jacques Chirac avait téléphoné à la mère d'Ilan avant-hier. Cela s'appelle de l'antisémitisme par de l'amalgame et il n'est pas besoin d'ergoter davantage. On nous dit que c'est parce qu'il était juif, alors qu'on a la même agression crapuleuse pour un employé de chez Peugeot. Il subit exactement le même sort, on n'en parle pas. AFP, 27 février 2006. Le corps d'un salarié de PSA Peugeot Citroën, enlevé il y a plus d'une semaine à Audincourt, séquestré et battu par des ravisseurs qui voulaient lui extorquer de l'argent, a été retrouvé samedi soir dans le Haut-Rhin, a-t-on appris de sources judiciaires et policières. Selon l'autopsie pratiquée lundi, la victime, âgée de 54 ans, est décédée de strangulation, de traumatisme au crâne, d'enfoncement de la tempe et du thorax. Son visage était méconnaissable, ses oreilles arrachées. Et 8 personnes, âgées de 26 à 50 ans, ont été interpellées vendredi et samedi, et placées en garde à vue. Et on ne dit pas qu'il a été agressé en tant que goy, etc. Vous voyez ? Donc c'est systématiquement une lecture orientée des choses pour nous faire croire qu'il y aurait un climat antisémite en France. Est-ce que les Juifs sont toujours aussi inquiets de la situation et pour leur propre sécurité en France ? Oui, puisque la vague d'actes antisémites se poursuit depuis le début du XXIe siècle. Donc effectivement, on nous a parlé récemment, la une de tous les médias, d'un professeur d'une école juive orthodoxe qui aurait été agressé à Marseille par un jeune qui l'aurait attaqué avec un coupe-coupe par derrière. Ça ne tient pas la route sur d'un point de vue comment dirais-je, du sérieux policier. Mais l'important, c'est de créer un climat. Et je fais remarquer, moi, pour mettre en doute la réalité de cette agression, en tout cas telle qu'on nous la raconte, qu'on nous avait vendu au lendemain des attentats du vendredi 13, la même histoire à Marseille, avec un autre professeur d'une école juive religieuse, qui s'était présenté aux médias comme agressé par une bande d'immigrés qui criaient, je crois, « Vive Daesh » ou « Allah Akbar », et nous avait montré des scarifications qu'il avait subies partout à coups de cutter. J'ai immédiatement montré ces images à des spécialistes chirurgiens et militaires qui m'ont dit qu'il était évident que ces marques étaient de l'autoscarification, et je fais remarquer que ce professeur religieux juif agressé à Marseille, et qui avait valu l'ouverture du journal dans tous les médias dominants. Et aussitôt, donc, ils m'ont agressé, ils m'ont mis par terre, proférant bien sûr des insultes antisémites. Dans leurs propos, on va t'achever, on va te tuer, quoi. On n'en a plus jamais entendu parler. Donc je soupçonne, et je le déclare ici solennellement, que c'était un menteur qui avait pratiqué une fois de plus, car les cas d'auto-agression antisémite sont innombrables, et malgré le fait que ces auto-agressions sont innombrables, elles sont toujours systématiquement relayées immédiatement par les médias sans aucun recul, alors que nous avons pléthore de fausses agressions antisémites faites par des juifs eux-mêmes. L'agression du rabbin Fari à Paris par un homme casqué qui aurait tenu des propos à tonalité islamiste. C'est en tout cas ce qu'avait relaté Gabriel Fari. Ce soir, nous révélons un fait nouveau qui cadre mal avec ce récit. Selon nos informations, l'arme en question, un couteau de type laïol, provient de la cuisine de la synagogue. Plusieurs témoins l'ont parfaitement identifié. Et cela exclut la thèse de l'agression islamiste. Alex Moïse, c'était ancien responsable du Likoud en France, donc de la droite pro-israélienne. Alex Moïse s'était plaint à la police de recevoir des messages et des menaces antisémites sur son téléphone portable. La police a fait une enquête sur ces messages antisémites. Voilà, donc le principal
opposant à Dieudonné, voilà, a découvert que c'était Alex Moïse lui-même qui s'appelait sur son propre portable. Il a été condamné d'ailleurs à 2 mois de prison avec sursis pour ça, pour se faire des menaces antisémites. La jeune femme qui a porté plainte pour l'agression dans le RERD a avoué avoir menti. Elle avait été placée en garde à vue en fin d'après-midi en raison des contradictions relevées dans son récit. Et malgré tout, on continue, les médias sous contrôle continuent de systématiquement relayer sans aucun recul ces agressions pour créer un climat totalement mensonger. Et je demande solennellement, qu'en est-il de ce professeur d'une école juive agressé au lendemain des événements du 13 ? Qu'en est-il de cette agression ? On n'en a plus jamais entendu parler, car je suis certain que c'était une fois de plus une auto-agression dans le but de diaboliser l'adolescence musulmane française, dans le but de faire croire à une violence antisémite en France qui n'existe pas, car je vous garantis que s'il y a une violence qui existe en France, c'est la violence des gauchistes sur les patriotes authentiques et la violence juive sur les gens qui ne se soumettent pas. Tu dégages avec cette caméra, t'as compris ? Oui, je t'agresse. Tu enlèves cette caméra. Je m'en fous, tu enlèves cette caméra. Tu enlèves cette caméra, t'as compris ? Non, monsieur, s'il vous plaît, on enlève la caméra. Nous, on est ici, on peut se trouver. Non, tu fais pas ce que tu veux ici. Et que tout le reste n'est que manipulation, mensonge, collusion et soumission, malheureusement. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le recul du temps, Mein Kampf tombe dans le domaine public. C'est-à-dire que n'importe qui, même moi, avons le droit de le rééditer. Voilà, alors qu'avant c'était réservé aux Länder de Bavière. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. C'est comme ça. Et en France, c'était édité par les éditions latines. Ça se présente comme ça. La couverture a toujours été orange. C'est un gros pavé de 688 pages. Vous avez devant un avertissement au lecteur. Le lecteur de Mein Kampf doit donc se souvenir des crimes contre l'humanité qui ont été commis en application de cet ouvrage. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il y a une espèce d'angoisse qui monte aujourd'hui en France, qui est de se dire n'importe qui aujourd'hui pourra éditer, donc beaucoup de gens demain pourront lire Mein Kampf, c'est-à-dire ce livre qui a été écrit, dicté d'ailleurs par Adolf Hitler lors de sa brève incarcération. Il a passé 1 an en prison dans les années 20 et qui était son combat, la profession de foi de ce que voulait être et de ce qu'allait être son combat politique. Ce n'est pas dans une orientation à l'ouest ou une orientation à l'est que se trouve l'avenir de notre politique extérieure, mais bien dans une politique de l'est, au sens d'acquisition de la glaive nécessaire à notre peuple allemand. Mais comme il faut en avoir la force, et que l'ennemi mortel de notre peuple, la France, nous étrangle impitoyablement, et nous épuise, il faut prendre sur nous de faire tous les sacrifices susceptibles de contribuer à annihiler les tendances de la France à l'hégémonie. Toute puissance est aujourd'hui notre allié naturel, qui considère avec nous, comme insupportable, la passion d'hégémonie de la France sur le continent. Aucune démarche vis-à-vis d'une de ces puissances ne doit nous paraître trop dure, aucun renoncement ne doit nous paraître impossible, si nous avons finalement la possibilité d'abattre l'ennemi, qui nous hait si rageusement. Alors effectivement, il y a 2 réactions au fait qu'aujourd'hui, il va être possible que ce livre soit beaucoup plus lu qu'avant, puisque massivement diffusé, puisque libre de droit. Il y a les gens comme, je dirais, naïfs et un peu idiots, j'ai pu le vérifier moi-même, comme Éric Nolot, qui disent c'est très bien que tout le monde puisse lire ce livre, parce que les gens verront que c'est un tissu de délire et d'ânerie. Vous estimez que comme le texte est facilement accessible aux chercheurs, le grand public n'a pas à y avoir accès. Et là, c'est un mépris pour le peuple que je trouve incroyable. Laissez les gens prendre connaissance d'un document historique, se faire une idée. C'est pas un livre qui est balancé comme ça. Et puis il y a ceux qui connaissent mieux le livre et qui connaissent mieux l'époque, ses arrière-plans et ses enjeux, et qui sont très inquiets que beaucoup de gens puissent lire ce livre et qu'ils le trouvent peut-être beaucoup moins débile et beaucoup plus actuel. À quoi ça sert ? Quand on est une maison d'édition, le choix de remettre au goût du jour ces livres antisémites, c'est ce que je dis. Il ne faut pas raconter d'histoire. Éditer, c'est diffuser. Diffuser, c'est commencer à convaincre. Parce que Hitler a écrit ce livre pour convaincre. Et ma foi, il est quand même arrivé dans son propre pays. Ça peut faire prendre conscience que ce n'est peut-être pas totalement par hasard qu'un type comme Adolf Hitler a pris le pouvoir, non pas en Ouganda, mais dans la nation d'Europe qui était la plus évoluée, la plus cultivée du monde occidental. Parce que je vous rappelle que l'Allemagne qui a porté Hitler au pouvoir était l'Allemagne des grands musiciens, des grands physiciens, des grands chimistes, des grands poètes,
de l'Europe, c'est-à-dire que c'était pas une nation d'abrutis. Et la question qu'il faut se poser, c'est que comment cette nation qui était l'élite intellectuelle et culturelle de l'Europe a-t-elle pu porter au pouvoir par les voies démocratiques, je le rappelle, et se réjouir de l'accession au pouvoir d'un type comme Hitler. Je pense que la lecture de Mein Kampf donne quelques clés de compréhension sur ce qui peut advenir comme choix politique d'un peuple poussé à bout, comment dirais-je, d'humiliation et de désespoir et de misère. Vous voyez ? C'est ça la vraie réponse, hein, et la réponse que fait un Bainville, la réponse que font tous les gens intelligents. Et c'est effectivement une certaine mise en garde. C'est-à-dire que quand on pousse un peuple à trop de souffrance, d'humiliation et d'injustice, il peut finalement porter au pouvoir quelqu'un qui leur promet la dignité, la prospérité et peut-être même aussi la revanche, voire la vengeance. Et justement, pour ne pas tomber dans l'apologie de la vision hitlérienne, je dis que ce qui est bien, c'est qu'à la fois est tombé dans le domaine public cette année Mein Kampf, qu'il faudra donc lire et peut-être même rééditer, mais en même temps est tombé dans le domaine public, je pense que ce sont des signes du destin, voire du ciel, un autre livre qui en fait le pendant, qui est le journal d'Anne Frank. Parmi les victimes du nazisme, cette jeune fille morte en 1945 dans le camp de Bergen-Belsen. Anne Frank avait laissé derrière elle son bouleversant journal, un best-seller international dont les revenus échapperont l'an prochain à la fondation qui entretient sa mémoire et gère à Amsterdam ce musée dans la maison où elle vécut clandestinement. Donc moi, je préconise, je conseille à tout le monde de lire, puisque c'est accessible au plus grand nombre, de lire cette année à la fois Mein Kampf et à la fois le journal d'Anne Frank, puisqu'il y a un lien causal entre les deux. La souffrance de l'une et la conséquence de l'arrivée au pouvoir de l'autre, c'est inéluctable. Alors il faut comprendre le pourquoi de l'arrivée au pouvoir de l'un, porté par tout un peuple, et les conséquences funestes et tragiques sur effectivement des gens qui ne l'ont pas mérité et qui sont pris dans la violence et la cruauté de l'histoire. La petite Anne Frank. Anne a un sens aigu de l'observation, d'elle-même, des autres. Ce regard d'enfant adulte, où se mêlent tout à la fois maturité et fraîcheur, ne peut laisser insensible. Il est très étonnant que je n'ai pas encore abandonné tous mes espoirs, car ils paraissent absurdes et irréalisables. Pourtant, je m'y accroche malgré tout, car je continue à croire à la bonté innée de l'homme. Lisez Mein Kampf et lisez aussi le journal d'Anne Frank. La partie, effectivement, qui tombera dans le domaine public, puisqu'il paraît qu'il y a une partie du journal d'Anne Frank qui ne tombe pas dans le domaine public parce qu'elle n'aurait pas été écrite par Anne Frank, mais au stylo bic, donc après 1951, par son père, je crois. Eh bien, en fait, le journal d'Anne Frank a deux auteurs. Anne Frank, bien sûr, morte fin février, début mars, on ne sait pas exactement, 1945, à 15 ans, à Bergen-Belsen, mais aussi son père, Otto, qui s'était chargé de la publication et de l'édition du livre. Otto Frank, dernier survivant de la famille, est mort en 1980, ce qui prolongerait les droits jusqu'en 2050. Inscrit dans les programmes scolaires, traduit dans 70 langues, le journal d'Anne Frank a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Les enjeux financiers n'échappent à personne. Et je le dis, quand on lit les deux, on n'a peut-être pas besoin de se coltiner tout un appendice, un appendice de notes indigestes qui me paraissent dès lors assez inutiles et assez suspectes. Oui, mais ça, quand on regarde, par exemple, le destin tragique d'un Knut Hamsun ou d'un Ezra Pound, ces gens-là ont fini, comme on ne pouvait pas leur répondre sur le terrain du logos, car je remarquais que tous ces gens qui me diffament, on ne me donne jamais de droit de réponse. Soral, national-socialiste, suprématiste, révisionniste, antisémite, islamophobe, homophobe, Soral, le forisson du net. Comment ce frère si singulier, si intelligent, si brillant devient un facho, devient un monstre? On a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades. Jamais il est évoqué l'idée de me donner la parole pour me défendre. On me massacre, bâillonné. Rappelez-vous la mort de Giordano Bruno. On l'empêche de parler. La mort de Robespierre, on lui tire une balle dans la mâchoire. Vous voyez, c'est-à-dire que je suis bâillonné. Hein, je n'ai pas le droit de répondre. Alors il y a l'idée effectivement aussi pour la référence à Knut Hamsun et à Ezra Pound, l'idée effectivement que je serais fou.
Je pense que mon frère est suicidaire. Alain Soral, qui dans son propos, ça durait 1 minute, reprenait tout le lexique du parano. Il y a certainement un trouble psychomental qui correspond en partie à des descriptions de la paranoïa. Et il n'arrête pas de nous insulter. Des insultes, encore des insultes. Voilà comment fonctionne le conspirationnisme. On essaie de dire Soral est un peu fou. Et pour ça, la stratégie maintenant, c'est de mettre systématiquement comme photo d'illustration des articles qui sont publiés sur moi, notamment sur Internet, des photos qui sont en fait des photogrammes, où j'ai une tête un peu de dingo. Vous voyez ? C'est-à-dire que comme ces gens-là sont incapables de me répondre sur le terrain du discours, ils mentent ouvertement sur moi. Alain Soral est un monstre. Et il dit aussi « je suis national-socialiste ». C'est vrai, c'est un nazi. National-socialiste, c'est nazi. Ça veut dire qu'il est nazi, il le reconnaît lui-même. Ils me font dire des choses que je n'ai jamais dites. Une bonne douche et direct au four, ça ne vous ferait pas de mal. Voilà pour le genre de petites phrases auxquelles vous avez droit. Petite phrase, on va préciser, d'Alain Soral. Hein. D'Alain Soral, précisément. Et ils mettent des photos où j'ai un air bizarre. Alors je pense que pour s'amuser et pour leur répondre, puisqu'on va faire aussi de la post-production, on va s'amuser à prendre des photogrammes de tous les gens qui m'insultent, qui me diffament et me diabolisent et me persécutent. Et on va montrer qu'on peut aussi les montrer sous un très mauvais visage. A fait en contre-plongée avec une grosse mâchoire, une tête un peu évoquant la violence ou la folie. C'est une stratégie de diabolisation par l'image manipulée, effectivement. Et d'ailleurs, petite anecdote, la première fois que j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen à un dîner privé, je m'attendais à voir un espèce de colosse porcin, avec une énorme mâchoire, et j'ai été très étonné en étant face au vrai Jean-Marie Le Pen de tomber face à un individu qui était assez fin de trait. C'est un type qui a un petit visage, un petit volume de tête, des mains assez délicates, et qui était un type qui s'exprimait de manière très châtiée, c'est-à-dire qui était d'une très grande élégance. Plus j'y songe et moins je puis penser que cette horloge marche et n'est point d'horloger. Disparaître définitivement dans un néant éternel à quelque chose d'angoissant. Et c'est sûr que la réponse qu'apporte la religion, et en particulier la religion chrétienne, a quelque chose de formidablement rassurant pour l'âme. Et ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais en fait, ce type est un type raffiné. Physiquement, hein, je veux dire, même dans des choses comme les mains, le volume de tête, etc. Et c'est là que j'ai compris à quoi servait la manipulation médiatique et pourquoi des gens comme Drahi ou d'autres perdaient de l'argent pour prendre le contrôle total des médias. Car aujourd'hui, on voit bien que la totalité des médias français aujourd'hui sont des médias pratiquement israéliens par la médiation Drahi. Hein. C'est-à-dire, je suis attaqué par des médias israéliens en France. Je suis attaqué par d'amalgames, par des médias français. Hein. Et on peut l'expliquer soit par qui possède les médias directement, soit qui impose comment dirais-je, l'idéologie sur les médias par notamment la publicité. Là, on regardera notamment les centrales de vente et d'achat de publicité comme Publicis. Il est président de Publicis France. On est avec Arthur Sadoun. Bonjour Arthur. Bonjour David. En fait, j'arrive dans le sentier. J'arrive entre des sacs, j'arrive à la réception, tremblotant comme ça, et je dis bonjour, je viens voir Jean-Luc Tepper. Il dit ouais, d'accord, et qui êtes-vous? Je dis je suis Arthur Sadoun. Et la dame me regarde avec des grands yeux et me dit Sadoun, mais moi aussi je m'appelle Sadoun. Et d'un seul coup, j'étais rentré dans le métier. On voit que ce sont des systèmes d'amalgame. Et on voit effectivement le parcours douloureux qui a été celui de l'ancien patron de Marianne. Donc succès de vente au numéro, succès de vente en kiosque, mais pas de pub. Alors vous expériez 10 pages de pub par numéro, c'est-à-dire à peu près 7 fois moins que les magazines comme l'Express, Le Point, Le Nouvel Observateur. Hein, rien. Au début, je ne savais pas pourquoi, et après, on a fait une enquête, notre régie a fait une enquête pour leur demander pourquoi. Ouais. Alors c'est là où je me suis aperçu que c'était pour des raisons idéologiques. Ces gens, ils pensent mal, on vous donne pas de la pub. Je dis, oui, mais on a un marché, on a des lecteurs. Non, mais vous pensez pas bien. En effet, quand on veut faire entendre un son de cloche différent, faire un journal pour faire entendre un son de cloche différent, mais personne ne peut imaginer ce que c'est et ce qu'on a vécu et l'enfer que l'on a vécu et les oppositions et les obstacles. Oui, Jean-François Kahn qui systématiquement quand il essayait de faire du journalisme honnête a été puni par la non-publicité. Vous voyez, systématiquement, il était en déséquilibre budgétaire parce qu'il n'avait pas la pub. C'était l'histoire de Marianne du temps de Jean-François Kahn. Monsieur Kahn, excusez-moi, je me permets de débattre avec vous. Non. D'accord, j'ai juste une petite question en fait. Allez, laisse-toi te poser une question, maintenant il est là. Mais non, vous inquiétez pas. Non, je vais pas m'inquiéter. C'est pour Alain Soral, hein, c'est pour Alain Soral. Ça serait RTL, Europe 1, ça serait pareil. Si, c'est pour Alain Soral, mais c'est pour Égalité et Réconciliation, vous connaissez? Jean-François.
Je vous ai répondu. La question de ce soir, c'était justement est-ce qu'on peut débattre en France. Et vous refusez le débat. C'est mécanique tout ça, c'est clair. Hein. Voilà, donc je me suis amusé moi, parce que récemment j'ai croisé au restaurant un certain Cambadélis, vous voyez, et je me suis dit, j'ai vu cette espèce de physique de quoi, et je me suis dit mais ce type-là, si on voulait être un peu méchant, a une bien plus sale gueule au sens des critères antifascistes là qu'un Jean-Marie Le Pen, et ça m'a choqué. Je me suis dit en fait, on essaye de rendre à peu près présentables physiquement des types qui ont souvent vraiment des sales gueules. Et comme par hasard, toute cette oligarchie qui nous écrase et qui nous domine ont des types qui ont des têtes de diables, de gnomes, de monstres, enfin qui portent sur leur visage ce qu'ils sont. Et par contre, on diabolise des types qui, dans la vraie vie, je pense à Dieudonné, sont des types qui ont vraiment des bonnes têtes. Et je crois qu'il y a quelque chose de la vérité là-dedans et du mensonge. Hein. C'est que ces gens qu'on prétend être des monstres de violence ou de malhonnêteté sont totalement diffamés, et on manipule aussi leur visage, alors qu'en fait, quand on est face à eux, on voit qu'ils respirent souvent la bonté et l'honnêteté. Et à l'inverse, quand on voit les vraies gueules des types qui sont nos élites aujourd'hui, élites politiques, culturelles, oligarchiques, voire même du spectacle, ils ont très souvent, quand on est face à eux, des très sales gueules. C'est souvent des gnomes un peu difformes, avec des mauvais regards. C'est très choquant. Malheureusement, très peu de gens ont un accès direct à cette vérité du vrai visage. Et moi, ça a été une de mes initiations, puisque je viens du monde des médias et du show business et de ce qu'on appelle le culturo-mondain. Et c'est aussi ce qui m'a choqué en premier lieu. C'est que des gens qu'on nous présentait comme des personnages valables, avec des bons visages, dans la réalité, quand on les fréquentait, je ne vais pas citer de nom là, parce que j'ai suffisamment de procès, étaient des sales types qui parlaient mal de manière brutale, méprisante, arrogante, et avec des sales gueules, voyez, voilà. Donc j'incite les gens à aller rencontrer les gens en vrai, voilà, et de leur parler en vrai. Et ils verront qui sont les salopards de moi ou de tous ceux qui m'incriminent, me diabolisent et me persécutent, voilà. La vérité par l'image vraie. Effectivement, ils sont très inquiets des gens qui font comme moi un travail de résistance à cette prise de plein pouvoir. Et ils appellent ça le complotisme ou le conspirationnisme. C'est les deux termes. Dans le conspirationnisme, il y a tout ça. Il y a l'antisémitisme, l'antisionisme, le révisionnisme. Et c'est ce fléau aujourd'hui, le vrai fléau, c'est le conspirationnisme. Je rappelle que le terme complotisme a été au début employé dans les médias de masse pour ceux qui contestaient la version officielle de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Le président Johnson décide de mettre un terme aux rumeurs de complot. Il désigne 6 hommes et place à leur tête M. Earl Warren, président de la Cour suprême, premier magistrat des États-Unis. La commission Warren est née. 1 an après, la commission Warren publie dans ses 26 gros volumes 10 millions de mots. La mission était simple, faire taire les rumeurs de complot. Son verdict est formel. Oswald a tué le président Kennedy. Alors, intéressez-vous à la version officielle de l'assassinat de Kennedy par le tireur unique Lee Harvey Oswald pour des raisons psychologistes, et à ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'attentat et du crime d'État qui a été l'assassinat du président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Face au pont, vous avez un tireur qui s'appelle Frank Fiorini Sturgis, un des plus grands, meilleurs tireurs d'élite de la CIA. À gauche, vous avez 2 tireurs. Vous avez un autre tireur d'élite de la CIA qui s'appelle Roscoe Rock White. Roscoe Rock White est un tireur d'élite qui a déjà à son actif probablement 2 chefs d'État qu'il a abattus à l'étranger. Et alors donc, à la place où on dira qu'est Oswald, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tireur cubain qui est très fiable mais qui n'est pas le meilleur tireur d'élite. Mais on s'en fout parce que son rôle, c'est pas de tuer Kennedy. Il s'appelle Herminio Diaz Garcia. Alors lui, on l'a mis à cette fenêtre, et lui, il a le fusil qu'on attribuera à Oswald. C'est un vieux fusil italien Carcano, qui est une pétoire, qui en plus est déréglée. Et ce fusil, on lui dit, tu vas tirer, mais à côté. Moins de 5 minutes après les tirs, Bush est arrêté par un policier en courant en sortant du Daltex Building. Formellement identifié. Et ensuite, on a 3 photos de lui, où il discute avec les policiers devant le School Boot Depository, avec le général Lansdale qui est avec lui. Donc ça, c'est des preuves absolues, c'est même pas la peine d'en discuter, c'est des preuves. C'est l'origine effectivement de ce qu'on appelle le complotisme. Et traité de complotiste, celui qui cherche une vérité qui est cachée, qui ne veut pas accepter une version officielle qui est d'une grossièreté incroyable, et qui commence à se mettre sur des pistes de vérité, de complexité, qui inquiètent un pouvoir
illégitime. La définition du conspirationnisme, c'est l'attitude qui consiste à remettre en cause abusivement la réalité d'un fait, d'un phénomène ou d'un événement historique, en attribuant son origine à un complot imaginaire. Il n'y a pas d'antisémitisme sans complotisme en réalité. Ces théories du complot qui sont en train de miner une partie de notre jeunesse. 1 jeune sur 5 aujourd'hui adhère aux théories du complot. Voilà. Un complotiste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui refuse d'admettre la version officielle de l'assassinat de Kennedy, la version officielle du 11 septembre, la version officielle et ces zones d'ombre de l'affaire Charlie. On connaît évidemment les coupables, les 2 frères Kouachi, mais vous dites, page 60, qu'il y avait un 3e homme. Vous parlez d'une témoin, Nathalie, qui travaillait dans un truc de théâtre. La Bastille. En face, au quai des Orfèvres, on lui demandera de ne pas mentionner le 3e homme. Mais c'est quoi cette histoire? Écoutez, là, j'ai pas eu de réponse à mes interrogations. En fait, 3 personnes différentes ont vu ce 3e homme. Et ce sont des gens, donc, qui cherchent à croiser leurs sources d'information en ne se contentant pas des médias mainstream sous contrôle de ceux que j'ai dit, et en ayant cherché une information alternative, notamment sur Internet. Voilà. Et comme le pouvoir oligarchique, très illégitime, comme je l'ai démontré, est inquiet de ce discours de vérité, il essaye de persécuter ces gens qui font sérieusement un travail de journalisme, par exemple, en disant qu'il faut lutter contre le complotisme et le conspirationnisme. Les théories du complot, c'est une manière de diffuser le venin du racisme et beaucoup de l'antisémitisme. Et il faut qu'il y ait cette mobilisation-là, que les acteurs du net aussi s'emparent de ça. Il faut trouver les failles juridiques pour arriver à des poursuites. Pourquoi doivent-ils lutter contre le complotisme? Parce qu'ils diraient que le complotisme est la médiation qui permet de passer de la soumission Charlie au djihadisme. On sait, c'est assez bien établi maintenant, qu'il y a un rapport très fort entre les théories du complot et les radicalisations en général, qu'elles soient politiques ou religieuses. Là, on a une arnaque, parce qu'à la limite, qu'il y ait des gens qui cherchent des versions, des explications alternatives à des événements politiques, comme la mise à mort de Kennedy ou l'homme ayant marché sur la Lune, la question que pose effectivement la ceinture de Van Allen, etc. On voit pas pourquoi on les empêcherait d'aller chercher des explications plus sophistiquées, alternatives, etc. Apparemment, les astronautes se déplacent dans la pesanteur lunaire, qui est 6 fois plus faible que celle de la Terre. Mais Percy remarque que si on double la vitesse du film, ils ont l'air de courir sur Terre. On voit le module décoller tout d'un coup, sans la moindre fumée, comme s'il était juste hissé à l'aide d'un câble. Alors aujourd'hui, on met en place une espèce de dialectique en 2 temps, en disant il faut lutter contre le complotisme parce que le complotisme serait le marchepied du djihadisme. Congruence. C'est d'une malhonnêteté totale, mais on voit bien que derrière, il y a l'inquiétude du pouvoir oligarchique qui systématiquement montre du doigt Alain Soral et le travail qu'il a fait en montant un site de réinformation qui s'appelle Égalité et Réconciliation, où depuis plus de 10 ans, je dis des vérités qui se vérifient systématiquement par le recul du temps. Si ça a basculé, c'est parce que l'armée a lâché Ben Ali. Alors l'armée, c'est une structure organisée. Moi, je n'ai pas la réponse, mais pourquoi l'armée, à un moment donné, est passée de l'autre côté, du côté du peuple? Ça, c'est une question politique qu'il faut se poser, parce que c'est là que ça s'est joué, Si l'armée avait suivi Ben Ali, il y aurait eu un bain de sang et tout serait rentré dans l'ordre après 15 jours. Internet, c'est bien, mais ça remplace pas les fusils mitrailleurs. Il suffit de mettre sur YouTube 2 vidéos comme on a bien vu, en Tchétchénie, sur le Kosovo, etc., où on voit un jeune resalafisé de banlieue avec un couteau de cuisine égorger un Gaulois de base sur YouTube. Et moi, j'ai plus qu'à aller me cacher. T'es avec le monde avancé blanc judéo-chrétien de la démocratie ou t'es avec les bamboulas égorgeurs islamiques? C'est comme ça qu'on nous présentera le projet en France. Et je pense que le peuple libyen va perdre énormément au niveau de sa qualité de vie après la chute de Kadhafi, qui est aussi la chute d'un régime socialiste d'État-providence pour mettre en place un chaos clanique et ethnique. Après eux et sans eux, ça sera objectivement bien pire pour le peuple libyen ou le peuple syrien. Puis les médias mettent toujours en avant les foudins qui parlent de pyramides. Oui, alors quand on dit qu'il faut lutter contre le complotisme, on dit oui parce que le complotisme il parle de pyramides, de reptiliens,
je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais nous, on ne parle jamais de ça. Donc on fait toujours de l'amalgame entre des complotistes abrutis, qui en général d'ailleurs sont sous contrôle du système et ont trahi les gens intègres comme moi, qui eux correspondaient à ce qu'on appelle la dissidence sérieuse, qui produisait de la contre-information sérieuse. Donc on fait l'amalgame entre de la dissidence débile, de la dissidence sérieuse, et après on fait un amalgame par congruence. Entre de l'insoumission qui amène à plus d'égalité républicaine et plus de laïcisme, et de l'insoumission qui amènerait au djihadisme, vous voyez ? Sur Internet, il faut absolument que l'État mette plus de moyens à la disposition de la lutte contre la cybercriminalité, parce que c'est sur Internet qu'on forme les djihadistes.